j'ai travaillé pendant, donc je parlais un peu des négociants, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans une société qui était une société de négoce internationale française, comme il en existait beaucoup à cette époque, et qui traitait essentiellement les cafés d'Afrique, pas uniquement, mais en grande partie. Ces sociétés ont disparu, comme vous le savez, suite à la disparition des caisses de stabilisation. Alors, cette expérience de négociant, aujourd'hui, j'en profite et je l'exerce à travers un métier de courtier. Pourquoi? Parce que ce négoce a disparu et il ne reviendra pas. Tout à l'heure, il a été dit par un intervenant, je pense, du Cameroun, les caisses de stabilisation ne seront plus là. Donc, par conséquent, la commercialisation du café et du cacao, mais ici on est surtout sur le café, est aujourd'hui entre vos mains. Donc, ça sera à vous d'exercer un petit peu ce métier qu'on exerçait auparavant, c'est-à-dire d'exporter le café, financer et exporter le café sur le marché mondial. 50% de l'exportation du café est acheté par deux sociétés. Donc Nestlé et le groupe Kraft. À partir du moment où, et lorsque l'on voit ceux qui sont tout de suite derrière, donc le groupe Dawei Bird, Sara Lee, le groupe Chibo et un certain nombre le groupe Folgers aux États-Unis, on arrive déjà à 70 à 75% de l'exportation du café est achetée par 5 ou 6 sociétés. Par conséquent, vous comprenez bien qu'il va falloir, si l'Afrique, et en particulier l'Afrique de l'Ouest, veut revenir et jouer un rôle important dans le monde du café et retrouver la part qu'elle occupait auparavant, c'est-à-dire le chiffre qui a été donné ce matin, qui était de 23% des exportations mondiales, il va bien falloir s'adapter aux besoins de ces sociétés-là. Alors il n'y a pas que ces acheteurs, hein, heureusement, il y en aura d'autres qui vont apparaître, mais on est quand même obligé de savoir comment ces sociétés achètent du café et quel type de café elles achètent et quels sont les critères qu'ils demandent. En ce qui concerne un groupe comme Nestlé, il est évident qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect où ils achètent localement dans un certain nombre de pays comme la Côte d'Ivoire, et donc là ils dépendent un petit peu, ou l'Inde ou le Mexique, et là ils dépendent un petit peu des lois internes de chaque pays, mais l'essentiel des achats de Nestlé se fait sur le marché international selon des critères du négoce international. Donc il est impératif que du bas de l'échelle en haut de l'échelle de la production du planteur à ceux qui vont s'occuper de l'exportation et ceux qui vont s'occuper du financement soient conscients et sachent comment ça se passe au niveau international et comment se font ces contrats. C'est quelle est la valeur de ce café. Le prix du café est déterminé par rapport à la bourse. La bourse de Londres en ce qui concerne le Robusta et la bourse de New York en ce qui concerne l'Arabica. Malheureusement, les producteurs n'ont pas accès et ne participent pas à la détermination du prix. La détermination du prix, elle est faite à travers un certain nombre d'acteurs qui sont souvent les utilisateurs, c'est exact, les producteurs, mais indirectement, par l'intermédiaire de sociétés de négoce ou par l'intermédiaire de gros exportateurs suffisamment puissants pour pouvoir agir sur les bourses internationales. Et pour pouvoir agir sur ces bourses internationales, il faut évidemment bénéficier de financements et de lignes de crédit qui sont très importantes et qui ne peuvent pas être obtenues à partir du moment où le volume que l'on traite n'est pas suffisant. Donc je pense qu'en ce qui concerne la CRAM, et sinon par rapport à l'expérience que j'ai eue sur le marché, il est impératif de former des jeunes et de former tous ceux qui vont participer au renouvellement de la filière Robusta en Afrique de l'Ouest, d'être formés et d'apprendre comment ça fonctionne.
C'est-à-dire au moment où le prix va être établi, d'avoir tous les paramètres qui permettent de juger si ce prix est intéressant ou si ce prix est beau. Donc ça demande une formation. C'est une formation qui doit être faite, je crois qu'il y a une prise de conscience là-dessus, et j'espère que ça va continuer, mais qui doit être faite auprès d'opérateurs. Je crois que des sociétés comme celle de M. Schluter ou comme d'autres sociétés sont tout à fait disposées, parce que le nombre de négociants sont plutôt des alliés des producteurs plutôt que des proches, des utilisateurs finaux qui, eux, mettent les négociants dans une compétition particulièrement difficile. Si beaucoup de sociétés de négoce ont disparu, c'est parce qu'elles ne pouvaient pas répondre et elles ne pouvaient pas survivre aux ventes et aux desiderata des grosses sociétés industrielles, parce qu'elles nécessitent des financements phénoménaux. Il faut savoir que la plupart des très très gros industriels demandent de 120 jours de crédit, sans aucune ligne, sans aucune garantie en face. Donc vendre à 120 jours de crédit sans aucune garantie en face, avec bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais avec des critères sur les contrats qui sont particulièrement contraignants. Il y a un deuxième aspect que je voudrais souligner, c'est lorsque les prix montent, et on l'a vu en particulier l'année dernière, en Robusta c'est vrai, mais surtout en Arabica, mais en Robusta également. Les prix sont montés de 2000 à 2500 $ la tonne, puisque la matière première est toujours cotée en dollars. Pratiquement aucun pays producteur de Robusta n'a pu bénéficier de cette hausse, sinon sur les stocks existants déjà. Et la plupart du temps, comme l'a souligné M. John Schluter, pour des problèmes de squeeze qui sont des problèmes techniques assez complexes, sur lesquels je ne vais pas revenir, mais on bénéficie de la hausse à condition que le café soit en entrepôt en Europe. C'est-à-dire s'il est sur les arbres ou s'il est en entrepôt dans les pays producteurs, il ne va pas bénéficier de cette hausse. Donc il faudra bien, à mon avis, trouver un système, et ça existe dans un certain nombre de pays producteurs, qui permettent de bénéficier de la hausse des prix du café et du cacao, pourquoi pas, et qui permettent même d'envisager de vendre une partie de la prochaine récolte, sachant que si on en obtient un prix qui est par exemple de 1500, 1600, 1700 €, 1800 € même comme ça a été à un moment donné, il est évident que si on obtient si on a cette possibilité de vendre à 6 mois, 1 an du café à 1800 €, il sera beaucoup plus simple d'inciter des planteurs non seulement de développer leur plantation, mais d'en prendre soin, évidemment, et de bénéficier de cette hausse. C'est quelque chose où je pense que la CRAM devra réfléchir à ça. Cela existe, alors c'est assez compliqué, il existe des instruments financiers qui permettent ce genre d'opération. C'est ce qu'on appelle les options, et bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais il faut savoir que ça existe. C'est d'ailleurs utilisé par le Brésil. Le Brésil, par un système de financement assez sophistiqué, permet de geler une partie de la production en garantissant un prix minimum. Ce qui était auparavant un des intérêts des caisses de stabilisation, puisque les caisses de stabilisation pouvaient garantir un prix élevé à partir du moment où elles avaient la possibilité de vendre 1 an à l'avance, 2 ans à l'avance, et de bénéficier de la hausse des cours. Aujourd'hui, ces caisses n'existent pas, mais les fluctuations de cours, elles existent toujours. Donc il faudra réfléchir à cette question, et je crois que vous trouverez assez facilement dans le monde du négoce des gens qui vous amèneront leur expérience et disons les aspects techniques qui existent là-dessus, mais qui va nécessiter un déblocage de financement et une aide financière des pays producteurs. Ce n'est pas intervenir, ce n'est pas aller contre les desiderata de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui interdisent plus ou moins aux pays d'intervenir sur le prix des marchandises,
Mais c'est un outil qui existe sur les marchés financiers, et je pense que il n'y a aucune raison que vous en bénéficiez. Il faut savoir que beaucoup de sociétés de négoce qui travaillent en Afrique ont une relation, disons, de cœur avec l'Afrique.